Et j'avais posé la question de savoir qu'est-ce que c'est le patriotisme. J'avais répondu en disant que le patriotisme, c'est l'amour de la patrie. Et qu'est-ce que c'est la patrie? En vérité, notre patrie, c'est notre pays. Mais qu'est-ce que c'est notre pays? Mais notre pays, c'est la terre laissée par nos ancêtres. Là où il n'y a pas de terre, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de patriote. Le pays, c'est la terre de nos ancêtres. Et quand on tend à la brader à la légère, je me dis, est-ce que ces gens savent avec précision l'importance de notre terre? C'est pourquoi j'ai intitulé la conférence de presse d'aujourd'hui « L'importance de notre terre ». Eh bien, c'est simple, mes chers frères. L'eau que nous buvons, ça vient de la terre. L'eau ne peut pas jaillir en l'air comme ça. L'eau que nous buvons, ça vient de la terre. L'eau que nous utilisons pour laver nos vêtements, l'eau que nous utilisons pour préparer des médicaments, l'eau que nous utilisons de différents usages, ça vient de la terre. Les haricots que nous mangeons, les mfumbwa que nous mangeons, les légumes que nous mangeons, le foufou, le manioc que nous mangeons, les patates douces, les ananas que nous mangeons, ça vient de la terre. Chaque maison a des fenêtres, elle a des portes, elle a des fauteuils, elle a des armoires, elle a des lits. La plupart de ces choses sont fabriquées avec des planches. Et vous n'aurez pas de planches si vous n'avez pas d'arbres, mais les arbres qui nous permettent de fabriquer des planches poussent dans la terre. La terre, mais c'est dans la terre qu'il y a le pétrole qui nous procure des millions de dollars nécessaires au développement de notre pays. Dans la terre, il y a le diamant, il y a le coltan, il y a le manganèse, le fer, il y a tous les métaux stratégiques qu'on peut vendre, qui peuvent nous procurer beaucoup d'argent pour développer notre pays. Sans terre, tous ces éléments n'existeraient pas. On ne les aurait pas. La terre a des forêts. Les forêts poussent sur la terre. Et vous savez le mariage qu'il y a entre l'arbre et l'homme. Eh bien, nous avons besoin d'oxygène. Et quand nous consommons l'oxygène en nous, nous rejetons le gaz carbonique, le CO2. Et les plantes, elles, prennent ce gaz carbonique, ils retiennent le carbone et ils nous rejettent l'oxygène. Donc, les forêts, les arbres qui poussent dans la terre purifient l'air. Le réchauffement de la planète Terre actuellement est dû à un mauvais usage des arbres. N'oubliez même pas que notre planète s'appelle la planète Terre. Il y a des planètes qui s'appellent Mars, Vénus, Jupiter. Nous, c'est la planète Terre. Quand nous avons un papa, une maman, un fils, un membre qui nous est cher et qui est mort, mais nous l'enterrons dans la terre. C'est pourquoi la sagesse Congo dit que kufuidi nsi ye kufuidi ngudi yako keti kwesi wende. Ça veut dire que là où le pays est en train de mourir, je traduis littéralement, et là où est en train de mourir ta maman, où est-ce que tu iras? Et le sage répond que kufuidi nsi, là où meurt le pays. Parce que le pays, c'est la terre. Sans pays,
vous n'aurez pas la terre où vous allez enterrer votre maman au cas où elle mourrait. Et la sagesse Congo enseigne que Zulu, Isame, Kansintoto, Inguriame Kundi Kilanga, le ciel est mon père, tandis que la terre est ma mère nourricière. L'importance de la terre. Nos villages, nos villes, mais nous les construisons sur la terre. Nos autoroutes, nos ponts, nos entreprises qui produisent du travail aux gens, c'est sur la terre que nous les construisons. Les matériaux de construction, le sable, mais ça provient de la terre. Les moellons, ça provient de la terre. Le ciment, ça provient de la terre. Vous voyez l'importance de notre terre. Beaucoup de pays arabes sont désertiques. Mais leurs sols et leurs sous-sols, souvent égorgés de pétrole. À cause de ce pétrole qui sont dans le sol, dans le sous-sol des pays arabes, eh bien, beaucoup de pays arabes ont beaucoup d'argent. Lequel l'argent peut leur permettre de construire un Dubaï facilement. Nous sommes à l'époque où il faut développer l'Afrique. Et ce développement de l'Afrique, ce développement de notre pays, la République démocratique du Congo, demande beaucoup d'argent. Mais ne tombons pas dans un cercle vicieux. À l'époque du président Mobutu, je disais que maintenant qu'il y a beaucoup de diamants au Kasaï, prenons ce diamant et transformons-le en très belle ville. Prenons ce diamant, transformons-le en industrie électrique. Prenons ce diamant, transformons-le en autoroute, en pont. Parce que le diamant va finir un jour. Le jour où ce diamant finira, nous dirons aux générations futures que ces autoroutes, ces ponts, ces très belles villes du Kasaï, nous les avons construits grâce au diamant qu'il y avait autrefois ici. Mais si nous passons notre temps à consommer l'argent de ces diamants sans penser à récompenser d'où ça vient, eh bien un jour quand ce diamant finira, il n'y aura plus au Kasaï que des trous vides. Et où trouverons-nous l'argent pour développer le Kasaï? Mais on ne m'écoutait pas. J'en ai parlé à des diamantifères sur le Kasaïen. Mon voisin là-bas, c'est un grand diamantifère. Fonsi. Je lui en ai parlé. Mais on ne m'écoutait pas. La tendance était même d'aller au Kasaï prendre le diamant, après l'avoir vendu, d'aller construire ailleurs. Et chaque fois que j'étais en train de prodiguer des conseils, les gens interprètent ça mal. On ne peut pas à la fois être pour un grand pays et en même temps fuir toutes les grandes provinces du pays pour aller s'entasser dans la plus petite province. Parce que quand, dans la province orientale, nous fuyons la province orientale pour venir nous entasser à Kisangani, ou à Mbandaka, ou à Lubumbashi, ou à Kinshasa, nous laissons la terre de la province orientale libre au Mbororo de venir s'infiltrer et de venir se taper de vastes territoires dans notre province congolaise de la province orientale. Vous savez que la France, c'est l'un des grands pays européens. Mais la France, c'est 550 000 km². Et la province orientale, c'est 525 000 km². Donc il manque seulement 25 000 km², sinon la province orientale est aussi grande que la France. Vous vous rendez compte?
Donc il y a beaucoup de terres là-bas. Si nous tentons de calculer la densité, province par province, c'est-à-dire le nombre d'habitants au kilomètre carré, mais le Congo central est en train de galoper. Vous trouverez certaines régions du Congo central où ça dépasse 10 personnes au kilomètre carré. Par contre, ailleurs, vous trouvez une personne. C'est par amour pour ce pays que je tente de dire ça au peuple congolais. Si nous voulons un grand pays, nous devons tenter de peupler toutes les provinces de ce pays. Ça va être une sécurité pour la protection de notre terre. Mais si nous fuyons nos provinces pour venir s'entasser à Kinshasa, ou à Lubumbashi, ou à Mbandaka, ou à Kisangani, toutes ces zones que nous fuyons vont devenir vides, et les Mbororo, ils vont quitter quelque part, ils viennent s'infiltrer là-bas. Pour le moment, les Mbororo occupent dans la province orientale un territoire qui est plus grand que la Belgique. Vous vous rendez compte? Notre terre du Kivu. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent mettre mes bases sur cette terre. Et la meilleure façon de défendre cette terre pour nos frères du Kivu, c'est de vivre au Kivu. Parce que quand la terre est suffisamment occupée par la population, quand la population a été éveillée, formée à l'art de la guerre, avant de venir attaquer, on va réfléchir plusieurs fois. Mais quand on peut parcourir 30 km sans rencontrer un village, eh bien, ceux qui veulent nous arracher la terre, ils ont la tâche facile. Donc ce n'est pas par manque d'amour pour mes autres compatriotes que j'ai dit pourquoi venez vous entasser trop à Kinshasa, mais je sais ce que je dis. Si nous voulons un grand pays, nous devons pouvoir peupler ce grand pays plus ou moins équitablement. Mais si nous fouillons pour aller ailleurs et que nous laissons les terres vides, eh bien la nature a peur du vide. Il y a des gens qui viendront occuper cette terre à notre insu, et quand ils vont se rendre compte que c'est une terre extrêmement riche, quand ils vont acheter des armes, quand ils vont s'organiser, ça deviendra un problème pour nous pour aller les déloger. La meilleure façon de protéger les Kivu pour nos compatriotes du Kivu, ce n'est pas de fuir le Kivu et d'aller s'entasser à Lubumbashi ou au Bas-Congo, mais c'est de vivre au Kivu comme les Maï Maï et de défendre la terre du Kivu. L'ex-URSS, c'est un pays uni, un grand ensemble, un super grand ensemble. Mais l'ex-URSS a éclaté en plusieurs États indépendants. Lorsque l'ex-URSS a éclaté en plusieurs États indépendants, tous ceux qui ne sont pas de la Fédération de Russie et qui habitaient à Moscou étaient maintenant obligés, chacun de rentrer dans sa province d'origine, qui devient un État indépendant. Alors vous allez pomper des richesses et vous ne songez même pas, ne fût-ce que dans votre chef-lieu de province, de vous taper une parcelle, de construire. C'est une erreur grave. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais c'est comme ça qu'on gère le pays. Nous avons un grand pays, il faut le peupler suffisamment bien. Donc je vous disais que la richesse pour construire ce pays ne se trouve pas ailleurs. La richesse se trouve essentiellement à l'intérieur de notre pays, dans notre sol et sous-sol. Parce que dans notre sol et sous-sol, nous avons des gisements de pétrole gigantesques dans la province de l'Équateur. Les années qui vont venir, la province de l'Équateur sera l'un des grands pays producteurs de pétrole d'Afrique. Nous avons des gisements immenses là-bas. Mais ce sont des milliards de dollars qui dorment là-bas. Le Congo central aussi, c'est une éponge de pétrole. Mais ce sont des milliards de dollars qui dorment là-bas. L'Ituri a du pétrole. Qu'est-ce que la sagesse nous recommande? Mais de raisonner de la façon suivante. Nous avons des milliards de dollars
en nature qui traînent dans notre sous-sol. Mais nous n'avons pas d'argent liquide et l'expertise pour acheter les machines pour exploiter notre pétrole. Alors, nous lançons une demande d'offre internationale où nous disons tout investisseur qui a suffisamment d'argent et qui voudrait se lancer dans l'exploitation pétrolière, qu'il vienne nous voir. Et quand il viendra nous voir, cet investisseur qui a de l'argent liquide et qui a de l'expertise, nous lui disons, écoutez, toi tu as de l'argent liquide, tu as de l'expertise, et nous avons de l'argent en espèces, des milliards de pétrodollars qui dorment là-bas. Associons-nous, toi et nous, exploitons ce pétrole ensemble et faisons du gagnant-gagnant. On prend un homme d'affaires américain, européen, russe, chinois, japonais qui a beaucoup d'argent. On lui dit, nous avons beaucoup de pétrole. Donc, ce sont des milliards de pétrodollars qui dorment dans notre sous-sol. Et vous avez des milliards d'argent liquide. Vous avez de l'expertise, associons-nous. Dans le cadre d'une politique de gagnant-gagnant. On exploite ensemble ce pétrole. On se partage les bénéfices suivant certains critères. L'investisseur est heureux et nous sommes heureux. Nous sommes tous heureux. Et l'argent que nous allons obtenir de cette exploitation de pétrole, nous allons le transformer en autoroute. On va le transformer en pont. On va le transformer en building. On va le transformer en usine. Et voilà notre pays qui se met à se développer. Parce que nous avons pris le pétrole de notre sous-sol, ça a généré des milliards de dollars que maintenant nous nous mettons à utiliser pour construire des autoroutes, pour construire des villes ultra-modernes, pour financer des centres de recherche, pour financer des universités, construire des hôpitaux et construire des maisons ultra-modernes, donc du logement social pour notre peuple qui continue à vivre dans de véritables maisons dignes d'être habitées par des cochons. Notre pétrole produit est en mesure de produire des milliards de dollars que nous devons utiliser pour moderniser notre pays. Mais vous ne connaissez pas l'importance du café et du cacao. Allez en Europe, allez en Occident, allez à travers le monde et vous allez découvrir l'importance du café et du cacao. Houphouët-Boigny a principalement développé la Côte d'Ivoire grâce au café et au cacao. Or, nous avons notre forêt équatoriale. Pour ne parler que de la province de l'Équateur, parce qu'on peut aussi parler de l'Ituri, on peut parler de la forêt équatoriale du Mayombe, mais parlons seulement de l'Équateur qui est déjà plus grand que l'Allemagne fédérale. Mais toutes ces forêts de la région de l'Équateur, mais c'est le pays promis du café et du cacao. Sans oublier que dans l'Équateur, il y a aussi du diamant, il y a du coltan, il y a tous ces minéraux qu'on retrouve ailleurs. Mais en dehors de ça, beaucoup de pétrole, beaucoup de forêts vierges. C'est le pays du café et du cacao. Si nous les produisons en grande quantité le café, il suffit seulement de planter. Après un certain nombre d'années, ça va commencer à produire des millions de dollars que nous allons nous servir pour moderniser notre pays. Vous connaissez un pays en Asie qu'on appelle l'Indonésie? Eh bien, l'Indonésie est devenue sérieusement développée, sa richesse principale, l'huile de palme. L'huile de palme, parce que l'huile de palme, on peut l'utiliser pour la nourriture, on peut l'utiliser pour fabriquer du savon. C'est aussi un réactif chimique qui nous permet de fabriquer beaucoup d'autres produits chimiques. Et l'Indonésie, sa richesse principale, la Malaisie, c'est l'huile de palme. Pire encore, l'Indonésie est venue prendre les noix palmistes à Yangambi, chez nous. Les noix palmistes qui ont été améliorées chez nous, il les a pris, il est allé les planter
Et il est devenu extrêmement riche grâce seulement à l'huile de palme. S'il volait un peu notre pays, la République démocratique du Congo, voyez un peu toutes ces terres vides qui traînent inutilement. Plantons-y des palmiers, mais ce sont des milliards de dollars qui dorment là-bas. Donc, pour développer notre pays et le moderniser et améliorer le niveau de vie de notre peuple, il faut de l'argent. Mais cet argent dort dans notre sous-sol. Nous n'avons qu'à chercher des investisseurs avec lesquels nous allons nous associer dans le cadre d'une politique de gagnant-gagnant. Et dans 20 ans, 30 ans, ce sont les autres peuples du monde qui vont venir, commencer à venir nous solliciter pour qu'on leur donne de l'argent, pour qu'on leur emprunte de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud et au Zimbabwe? Je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, mais l'histoire nous aide à bien se situer et à savoir comment se comporter. Il y avait une période en Afrique du Sud où il y avait des Blancs qui prétendaient qu'il faut un développement séparé. Les Noirs à part, les Blancs à part. Malheureusement, comme c'était les Blancs qui étaient au pouvoir, ils ont pris des microsols pour tester tous les terrains où il y a des richesses dans le sous-sol. Et tous ces terrains, souvent, on les donne aux Blancs. Et les terrains rocailleux, qui ne sont pas fertiles, on allait y installer les Bantoustans. C'est là que devaient vivre les Bantous, les Noirs. Au lieu simplement de plancher sur la mise sur pied d'une société multiraciale, où Blancs et Noirs vivent en paix dans la prospérité. Les gens ont cherché une prospérité sélective réservée aux Blancs et à l'exclusion des Noirs. C'était purement et simplement une injustice. Les Noirs se sont soulevés, ils se sont battus, des gens ont été tués nombreux. Mandela a fait 28 ans de prison. Mais au fur et à mesure que l'histoire a évolué, on s'est rendu compte que pour être en paix en Afrique du Sud, les Blancs n'ont pas l'avantage de vivre en société séparée avec les Noirs, mais qu'ils doivent plutôt se tenir la main et mettre sur pied une société multiraciale. Grâce à la sagesse bantoue de Mandela, la situation est en train d'évoluer positivement dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe au Zimbabwe entre les Zimbabwéens et les colons britanniques? Mais c'était la même politique raciste qui consistait à arracher aux Noirs toutes les terres les plus juteuses, à les réserver aux Blancs et de laisser aux Noirs les terres les moins fertiles. Ça a tenu pendant un temps et avec le temps, l'indépendance est venue et les Noirs sont mis à réclamer leur part du gâteau et il y a maintenant un conflit entre les colons blancs et les Zimbabwéens. C'est un conflit inutile que l'Afrique n'a pas besoin pour le moment. La sagesse Congo enseigne que le ciel est mon père et la terre est ma mère. Ça signifie que les Blancs et nous les Noirs, nous avons un même Père céleste et nous avons une même mère, la mère terre. Nous sommes donc des frères, Blancs et Noirs, nous sommes des frères. Pourquoi nous ne pouvons pas concevoir une société multiraciale gérée dans la justice pour le bien des Blancs et des Noirs? C'est ma position personnelle.
C'est ma position personnelle. Et ce qui se passe pour le moment au Zimbabwe, je sais qu'en Occident, très souvent, on n'aime pas Robert Mugabe, mais l'Occident devait se poser la question de savoir la situation qu'il combat au Zimbabwe est née comment. Mais ce n'est à base d'une injustice. On voulait écarter les Noirs de la Rhodésie. On leur a arraché toutes les terres giteuses. Et pour le moment, l'indépendance est venue. Il faut mettre un peu de l'équilibre, un peu de justice. Malheureusement, ça se fait un peu dans un peu de désordre. Mais les Blancs n'auront jamais la paix partout où ils sont, aussi longtemps qu'ils vont vivre en vase clos séparés des Noirs qui ont le droit du premier occupant sur la terre africaine. L'unique solution pour les Blancs et les Noirs, pour leur bien commun, c'est de former une société multiraciale là où ils sont, ensemble, et ça va être parfait. Les richesses pour développer notre pays se trouvent dans le sol et dans le sous-sol. À un moment donné, en Belgique, certains Belges se sont rendus compte que le district de Congo, au Congo central est bourré de richesses fantastiques. Et ils ont dit non, 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 nous allons faire une amphithéose, et pendant 9 ans, ça va être réservé à nous, à eux. Mais c'est la politique de l'apartheid qui veut recommencer ici dans le Bas-Congo. Ils veulent créer un État à eux, dans ce territoire-là, comme ça, toutes les richesses fantastiques vont profiter à eux, et à côté de ça, il y aura des Noirs pauvres. Mais pourquoi on a demandé l'indépendance? À cause des injustices. Vous êtes rentré en Belgique, vous voulez revenir, mais dites-nous que vous voulez créer une société multiraciale avec nous. Nous allons étudier cette question. Elle n'est pas mauvaise. Et on va voir comment faire venir à ces Belges qui viendront se tenir la main avec nous, travailler et gérer le pays correctement pour le bien de ces Belges qui sont rentrés au Congo et pour nous. Mais vous venez rafler une petite région du Congo central, vous y créez un État à vous, à l'exclusion des autochtones qui ont le droit du premier occupant. Cet État, non, mais ils ne prennent pas n'importe quelle terre. C'est la terre où il y a beaucoup de richesses souterraines. Vous ne savez absolument rien. Et ils ont des appareils, ils ont testé, ils savent que c'est là que nous allons arracher, qu'on prenne ça pour nous. Et il n'y a pas longtemps, s'est tenue une réunion à Nice où les gens disent non, mais qu'on nous vende l'île de Mateba, nous allons en faire un micro-État de l'apartheid où nous allons vivre, nous et nos descendants. Mais voilà les méthodes négatives qui ont fait le malheur de peuples colonisés des siècles passés. C'est la situation de l'Afrique du Sud qu'on veut répéter, l'apartheid. C'est la situation du Zimbabwe qu'on veut répéter. Or, nous avons dit en Afrique du Sud et au Zimbabwe que le salut pour tous, c'est la mise sur pied d'une société multiraciale, où blancs et noirs vivent ensemble, se marient, développent le pays pour le bien de tous.